J'étais juste une serveuse de plus, travaillant au service de nuit, dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, quand il est entré, fatigué, riche et complètement seul. Je ne savais pas encore que mon simple geste de gentillesse allait changer nos vies à tous les deux pour toujours. Mais pas de la façon que vous pourriez imaginer. Vous connaissez ces nuits dans le centre de Chicago, où la ville semble à la fois vivante et endormie? C'est là que commence mon histoire. À l'époque, cela faisait 3 ans que je travaillais chez Jerry's Diner, juste à l'endroit où les néons vacillent sur les rues trempées de pluie et où le métro aérien gronde toutes les 20 minutes. Un de ces endroits où les routiers partagent le comptoir avec des spectateurs de théâtre légèrement éméchés et où chacun a une histoire qu'il essaie soit de se rappeler, soit d'oublier. Je m'appelle Sarah et à cette époque, j'essayais juste de garder la tête hors de l'eau. 2 emplois, une fille de 6 ans qui méritait mieux qu'une mère, qui la déposait à la garderie avant de l'emmener directement au lit, et un appartement où le chauffage ne fonctionnait que quand il en avait envie. Le service de nuit chez Jerry's n'avait rien de glamour, mais les pourboires étaient meilleurs que ceux du jour, et ma fille pouvait dormir chez ma sœur pendant que je servais du café et des parts de tarte à la foule nocturne de Chicago. Chaque dollar supplémentaire me rapprochait un peu plus de mon diplôme d'infirmière. Un rêve que j'avais mis en pause à la naissance d'Emma. C'est ça, être serveuse dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24. On devient à la fois psychologue, amie et observatrice invisible du défilé incessant de vie qui traverse la ville. Certaines nuits, je servais du café à des cœurs brisés. D'autres, j'assistais à des transactions d'affaires concluses autour d'un rôti de viande, à peine tiède. Mais nous avions tous une chose en commun. Nous essayions juste de tenir encore une nuit, encore une semaine, encore une année. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie change un banal mardi soir. Vous voyez, d'après mon expérience, les miracles n'arrivent jamais avec fracas. Ils se glissent silencieusement, habillés de costumes hors de prix et d'yeux fatigués, portant des fardeaux que même l'argent ne peut alléger. Mais avant de vous parler de lui, avant de vous raconter comment une simple tasse de café a mené à quelque chose d'extraordinaire, je veux que vous compreniez une chose. Cette histoire n'est pas juste celle de la générosité d'un homme riche ou de la chance d'une serveuse. C'est une histoire sur ces petits moments de connexion humaine authentique qui parfois changent des vies d'une manière qu'on ne voit pas venir. Restez avec moi pendant que je vous raconte comment une nuit ordinaire est devenue quelque chose d'exceptionnel. Parce que peut-être, juste peut-être, vous reconnaîtrez quelque chose de vous-même dans cette histoire, que vous soyez celui qui sert le café ou celui qui est assis seul à un comptoir à 2 heures du matin, se demandant si quelqu'un le voit vraiment. Ceci est notre histoire. Et elle commence, comme tant d'événements importants, par une simple tasse de café et un geste de gentillesse, qui, à l'époque, ne semblait pas spécial du tout. Je n'oublierai jamais la façon dont il est entré cette nuit-là. 3 heures du matin, le vent hurlait dehors, et la clochette au-dessus de la porte a tinté alors qu'il pénétrait à l'intérieur. Son costume de marque légèrement froissé, ses cheveux argentés en bataille, comme s'il s'était passé les mains dedans toute la nuit. La plupart des gens fortunés qui entraient chez Jerry's étaient bruyants, cherchant à attirer l'attention. Mais pas lui. Il portait sa richesse comme il portait sa tristesse, silencieusement, presque en s'excusant. Il a choisi le siège dans le coin, au comptoir, celui près de la fenêtre où l'enseigne au néon projetait une lueur rouge tamisée. Je l'ai regardé fixer son reflet dans la vitre embuée, ses doigts jouant distraitement avec une alliance en or qui, je l'apprendrai plus tard, appartenait à sa défunte épouse. Quand je suis arrivée avec ma cafetière, il n'a même pas levé les yeux. Il a juste hoché la tête lorsque je lui ai demandé s'il voulait une tasse. Ce qui m'a frappé, ce n'était pas sa montre hors de prix ou la façon dont ses chaussures en cuir brillaient sous la lumière clignotante du plafond. C'était son regard quand il m'a enfin regardé, un brin profond, portant une fatigue que l'argent ne pouvait pas réparer. J'avais déjà vu ce regard auparavant, dans mon propre miroir, ces nuits où être une mère célibataire ressemblait à l'ascension d'une montagne sans fin. Nuit difficile? Ai-je demandé en versant son café. C'était une phrase que j'avais déjà dite à des milliers de clients, mais cette fois, ça semblait différent. Peut-être parce que le restaurant était vide,
à part nous et Joey, notre cuisinier, qui fredonnait du Sinatra dans la cuisine. Ou peut-être à cause de la façon dont ses épaules semblaient pliées sous le poids de secrets trop lourds à partager. Il a souri, un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux, et a répondu « C'est si évident que ça ». Sa voix était douce, cultivée, mais avec une nuance de quelque chose d'autre. Quelque chose d'humain, quelque chose de brisé. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement alors qu'il attrapait sa tasse, et sans réfléchir, j'ai fait ce que ma grand-mère m'avait toujours appris à faire quand quelqu'un souffre. Je l'ai vraiment vu. Parfois, ai-je dit en glissant une part de tarte aux pommes devant lui, offerte par la maison, une autre règle de ma grand-mère. Ce sont les évidences que l'on a le plus besoin que quelqu'un remarque. Le regard qu'il m'a lancé alors, un mélange de surprise et de reconnaissance, m'a fait comprendre que, d'une façon ou d'une autre, je venais de toucher une vérité qu'il cachait même à lui-même. Ce moment, cet échange simple entre un millionnaire et une serveuse, aurait pu être la fin de notre histoire. Juste une interaction nocturne de plus dans une ville où des étrangers se croisent sans jamais se revoir. Mais parfois, la vie en décide autrement. Parfois, l'univers place deux personnes exactement au bon endroit, au bon moment, et la magie opère dans les endroits les plus ordinaires. Cette nuit-là s'est transformée en plusieurs nuits. Il venait chaque mardi, toujours à 3 heures du matin, toujours à cette même place. J'ai appris qu'il s'appelait Robert, mais pour tout le monde chez Jerry's, il était juste Monsieur Mardi. J'ai remarqué qu'il ne buvait jamais vraiment son café. Il se contentait de le tenir, laissant la chaleur se répandre dans ses mains, comme s'il essayait de décongeler quelque chose en lui. Une nuit particulièrement calme, alors que la pluie tapotait doucement les vitres, j'ai finalement osé lui demander pourquoi. Le café, ai-je dit en désignant sa tasse encore pleine. Vous ne le buvez jamais, mais vous en commandez toujours. Il a semblé surpris, comme si personne n'avait jamais remarqué cette habitude avant. Ou peut-être juste que personne n'avait pris la peine de demander. Ma femme, a-t-il dit doucement, en tournant la tasse entre ses doigts. Elle disait que boire du café après minuit, c'était comme essayer d'attraper demain avant qu'il ne soit prêt à arriver. Sa voix s'est brisée légèrement sur le mot « femme » et soudain, tout s'est éclairé. L'alliance, les visites tardives, le silence pesant qu'il portait en lui. Sans réfléchir, j'ai partagé ce que ma grand-mère me disait pendant ces premiers mois difficiles après la naissance d'Emma, lorsque je me sentais complètement perdue. Ma grand-mère avait une expression « Mon enfant, certaines nuits ne sont pas faites pour dormir. Elles sont faites pour se souvenir. Et certaines tasses de café ne sont pas faites pour être bues. Elles sont là pour qu'on s'accroche à leur chaleur jusqu'à ce que notre cœur rattrape son retard. » Lorsqu'il releva les yeux vers moi, ses yeux brillaient. Pendant un instant, tout ce qui faisait son apparence de richesse disparut. Le costume coûteux, les ongles parfaitement soignés, l'aura d'importance. Il n'était plus qu'un homme, endeuillé et reconnaissant d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait que certaines douleurs ne peuvent pas être réparées, seulement partagées. Après cette nuit-là, quelque chose changea. Nos conversations devinrent plus profondes que les simples politesses habituelles. Il me parla de Catherine, sa femme depuis 30 ans, décédée 6 mois plus tôt. Il me raconta comment elle était celle qui le maintenait humain dans le monde impitoyable de la finance, comment elle insistait pour qu'il dîne dans des endroits comme Jerry's, en disant « La vraie vie se passe là où se réunissent les vrais gens ». En retour, je lui parlais d'Emma, de mes rêves d'école d'infirmière face à la réalité, des petites victoires et des fêtes quotidiennes d'une mère célibataire. Il m'écoutait avec la même intensité qu'il devait sûrement utiliser lors de réunions à plusieurs milliards de dollars. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attention, quelque chose de sincère, presque paternel. Nous avons développé un rituel, ces conversations nocturnes entre un millionnaire en deuil et une serveuse en difficulté. Parfois, nous parlions pendant des heures. D'autres fois, nous restions simplement assis en silence, confortablement. Les autres clients commencèrent à remarquer. Bien sûr, j'entendais des chuchotements, des spéculations sur notre amitié improbable. Mais nous savions tous les deux ce que c'était vraiment. Deux âmes solitaires, trouvant du réconfort dans une connexion sincère, prouvant que l'humanité ne tient pas compte du compte en banque ou du statut social. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'était à quel point ces conversations simples
nous guérissa tous les deux. Lui, en lui offrant un espace pour se souvenir de Catherine sans artifice. Moi, en me montrant que parfois, la plus grande force consiste simplement à être présent pour la douleur de quelqu'un d'autre. La nouvelle de notre amitié improbable s'était répandue dans le Jerry's. Les autres habitués, routiers, infirmiers de nuit, chauffeurs de taxi, le connaissaient désormais. Non pas comme un riche homme d'affaires, mais comme cet homme discret, qui saluait d'un hochement de tête, laissait de généreux pourboires, et offrait parfois un café à tout le monde dans le dîner. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui changea notre petit coin de Chicago. Sa façon d'être évolua aussi. La fatigue sur ses épaules s'allégea, et parfois, je le surprenais même à sourire aux blagues affreuses de Joey à travers le passe-plat. Il commença à boire son café, réellement le boire, et osa même essayer nos fameux plats spéciaux de minuit. Il me raconta son parcours, de son enfance pauvre à Boston jusqu'au conseil d'administration de la finance à Chicago. Catherine, disait-il, c'est elle qui m'a toujours gardé les pieds sur terre. Mais désormais, quand il prononçait son nom, il y avait plus de chaleur que de douleur. Il me raconta leur premier rendez-vous, dans un dîner semblable à Jerry's, où elle avait commandé le plat le plus cher du menu, un steak à 5,99 $, juste pour voir s'il allait tressaillir. J'étais tellement nerveux, riait-il, que je n'ai même pas regardé le prix. Les autres employés commencèrent à me taquiner, l'appelant le millionnaire de Sarah. Mais ils ne comprenaient pas. Notre amitié n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. C'était l'histoire de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose de rare dans ce monde effréné, une connexion authentique. Il écoutait mes galères avec les professeurs d'Emma, me donnait des conseils sur mes candidatures à l'école d'infirmière et partageait une sagesse bien au-delà du succès financier. Un soir, après que j'ai mentionné la prochaine foire scientifique de l'école d'Emma, il arriva avec une histoire sur son propre projet, raté en 5e année, qui nous fit tous rire aux larmes. Les autres clients s'étaient joints à nous, partageant leurs souvenirs d'enfance. Et soudain, Jerry's ressemblait moins à un diner et plus à une réunion de famille. En y repensant, ces nuits m'ont appris quelque chose de profond sur l'humanité. Dans un monde obsédé par les connexions sur les réseaux sociaux, la vraie amitié naît encore dans les endroits les plus inattendus, autour d'un café tiède, sous des néons vacillants, entre des gens que la société dit ne rien avoir en commun. Mais c'est ça, la magie des dîners comme Jerry's. Ce sont des endroits où la vie efface nos étiquettes et ne laisse que l'essentiel, notre expérience humaine partagée. Puis vint ce mardi soir, où il ne vint pas. 3 heures du matin passèrent, et son siège habituel resta vide. Je me disais qu'il était probablement juste occupé, ou peut-être en voyage d'affaires. Mais quelque chose sonnait faux. La cafetière me paraissait plus lourde que d'habitude, et le silence habituel du dîner semblait, d'une certaine manière, plus creux. Une semaine passa, puis 2. Toujours aucune trace de Robert. J'étais habituée à sa présence, comme on s'habitue à une chanson préférée à la radio, sans réaliser à quel point elle compte jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Les habitués demandèrent de ses nouvelles, et je me contentais de secouer la tête, en essayant d'ignorer le nœud grandissant dans mon estomac. Puis, une nuit, une femme élégamment vêtue entra avec une enveloppe. Elle se présenta comme l'assistante de Robert. Ses yeux étaient rouges et gonflés lorsqu'elle m'annonça qu'il était à l'hôpital, cancer, à un stade avancé. Il le savait depuis des mois, me dit-elle, même avant de commencer à venir chez Jerry's. Toutes ces nuits passées assis à notre comptoir, il menait déjà un combat que personne ne soupçonnait. Je commençais à lui écrire des lettres. Chaque mardi, à 3 heures du matin, je prenais ma pause pour écrire sur la vie ordinaire, les dernières catastrophes de cuisine de Joey, les histoires des habitués, ces petits moments qui rendaient nos nuits spéciales. Je lui racontais la victoire d'Emma à la foire scientifique, le fait que j'avais enfin soumis ma candidature pour l'école d'infirmière, à quel point son siège vide semblait toujours l'attendre. Son assistante les lui apportait à l'hôpital, et parfois, elle me ramenait de courts messages écrits de sa main élégante. « Garde le café au chaud », écrivait-il. Ou encore, « Dis à Joey que ses blagues sont toujours aussi nulles. » Mais entre les lignes, je lisais le vrai message, que notre amitié, cette connexion trouvée dans l'endroit le plus improbable, comptait autant pour lui que pour moi. Ce qui m'a le plus frappé durant cette période, c'est à quel point la richesse, malgré tout son pouvoir,
ne peut pas acheter les choses les plus précieuses, le temps, la santé, les relations sincères. Cet homme pouvait s'offrir les meilleurs soins médicaux au monde. Et pourtant, ce qu'il chérissait le plus, c'était de simples lettres écrites sur du papier bon marché par une serveuse de dîner, entre un café servi et une assiette débarrassée. 3 mois après sa dernière visite régulière, Robert est revenu une dernière fois chez Jerry's. C'était une aube tranquille de dimanche. Le ciel commençait tout juste à s'adoucir avec les premières lueurs du matin. Il avait changé, plus maigre, plus pâle, mais ses yeux conservaient la même chaleur que je connaissais. Il s'appuyait sur une canne, et son assistante restait près de lui, mais il insista pour s'asseoir à sa place habituelle, au comptoir. Je lui ai servi un café, sans poser de questions. Pour la première fois depuis des mois, j'ai accompli ce simple geste. Cette fois, il l'a bu en entier. Nous avons parlé comme si le temps ne s'était pas écoulé, comme s'il n'avait pas lutté pour sa vie, dans une chambre d'hôpital, pendant que je servais du café et rêvais d'école d'infirmière. Mais il y avait une urgence dans sa présence, un but qui allait au-delà de nos conversations habituelles. « Sarah », dit-il en glissant une enveloppe sur le comptoir, « j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Sa voix était plus faible qu'avant, mais elle portait toujours la même autorité calme. « Ce que tu m'as offert ces derniers mois, ton amitié, tes lettres, le simple fait d'être vu comme Robert, et non comme mon compte en banque, ça signifiait tout. » J'ai voulu protester, lui dire que je n'avais rien fait d'extraordinaire, mais il leva la main pour m'arrêter. « Le véritable cadeau, » poursuivit-il, « ce n'est pas ce qu'il y a dans cette enveloppe. Le véritable cadeau, c'est d'avoir appris que la vraie connexion ne dépend ni du statut social, ni de l'argent. Tu m'as appris cela, toi, et ce dîner. Dans l'enveloppe, il n'y avait pas seulement un chèque, bien qu'il y en ait un aussi, suffisant pour couvrir mes études en soins infirmiers, et bien plus encore. Mais surtout, il y avait une lettre m'annonçant que j'étais nommée au conseil d'administration de sa nouvelle fondation caritative, dédiée à aider les parents célibataires à poursuivre leurs études. « Ta voix compte », écrivait-il. « Ton expérience compte, et maintenant, tu pourras aider d'autres personnes comme toi. » Je ne pouvais pas parler à travers mes larmes, mais il comprenait. Il avait toujours compris. Ce fut notre dernière conversation chez Jerry's. Il serra ma main une dernière fois, me sourit avec cette chaleur que j'avais appris à reconnaître. Puis, il partit dans l'aube naissante. Mais ce qu'il laissa derrière lui n'était pas qu'une sécurité financière. C'était la compréhension que parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse offrir, c'est simplement d'être présent, d'être vrai, et de reconnaître l'humanité en l'autre. Aujourd'hui, il m'arrive encore de faire quelques gardes de nuit chez Jerry's, mais désormais, en portant une blouse d'infirmière au lieu d'un tablier de serveuse. La Fondation aide des dizaines de parents célibataires chaque année à réaliser leurs rêves. Et la place de Robert au comptoir arbore une petite plaque qui dit « Là où la gentillesse rencontre le café ». C'est devenu une légende parmi les habitués. Ils disent que si on s'y assoit, on peut ressentir la magie de la connexion humaine qui a changé nos vies. Robert s'est éteint paisiblement 6 mois après sa dernière visite. Mais son héritage perdure bien au-delà de l'argent. Chaque fois que j'aide un parent en difficulté à remplir une demande d'aide pour ses études, chaque fois que je partage mon histoire avec des candidats à la Fondation, je repense à ces conversations tranquilles de 3 heures du matin, à la façon dont une simple tasse de café et un moment de véritable connexion humaine peuvent se propager et toucher d'innombrables vies. Emma est au lycée maintenant, et parfois, elle vient avec moi au dîner pour étudier tard dans la nuit. Elle s'assoit à sa place, sirotant un chocolat chaud en faisant ses devoirs, pendant que je lui raconte l'histoire du millionnaire qui m'a appris que la richesse ne se mesure pas toujours à ce qu'on possède sur un compte bancaire. Parfois, elle réside dans la richesse des liens humains, dans la capacité à voir la vraie valeur d'une personne, au-delà de ses circonstances. Vous savez, on me demande souvent si je me sens chanceuse, si j'ai gagné une sorte de loterie cosmique la nuit où Robert est entré chez Jerry's, mais je ne le vois pas ainsi. Le vrai miracle n'a pas été l'argent ou l'opportunité, c'était le rappel que dans un monde souvent divisé par la richesse et le statut, la connexion humaine authentique reste notre bien le plus précieux. Parfois, les plus beaux cadeaux se cachent dans les moments ordinaires. Que vous serviez du café ou que vous soyez assis seul à un comptoir à 2 heures du matin,
Rappelez-vous que chaque interaction porte en elle le potentiel d'une magie insoupçonnée. Partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un que sa gentillesse compte. Et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits prouvant que l'humanité existe encore dans les endroits les plus inattendus. Car que ce soit dans les dîners ou les salles de réunion, dans les hôpitaux ou les foyers, nous sommes tous simplement des êtres humains en quête de connexion, de compréhension et peut-être d'une tasse de café bien chaude pour nous accompagner à travers la nuit.